Vous avez des astrologies totalement différentes. Vous avez l'astrologie, je dirais la palette, le peintre, vous savez, avec chaque planète qui correspond à une couleur différente, et on joue avec la palette. Et puis notre astrologie, alors ça c'est une astrologie, je dirais, spatiale. C'est-à-dire effectivement, on a une sorte de paysage et on essaie de le reproduire en utilisant les couleurs de l'astrologie. Mais en revanche, quand on est dans le domaine de la cyclicité, on s'aperçoit que les planètes peuvent être simplement des passages. Ce ne sont pas des planètes en fait. Ouais. C'est-à-dire que le grand problème, c'est que ce qu'on appelle des planètes, initialement, n'étaient peut-être que des passages, des phases. C'est-à-dire qu'on pourrait dire par exemple que Saturne avait une phase jupitérienne, une phase vénusienne, une phase etc. Donc, en fin de compte, c'est comme par exemple quand on dit que le Soleil est dans tel signe, eh bien voilà, il est dans un signe à un moment donné, et puis un autre signe à un autre moment. Donc parfois il y a une planète qui, regardez, par exemple, toute la théorie des 12 signes zodiacaux, elle peut fonctionner avec une seule planète, c'est avec le Soleil. Donc voyez-vous, donc on n'a pas besoin. Après on a ce qu'on appelle un curseur. Si on a un curseur, ce curseur va activer successivement différentes tonalités. Donc c'est pas nécessaire de donner à ces tonalités un statut planétaire. Mais moi, dans ce que vous dites là, sur un plan pratique d'un thème astrologique, qu'est-ce que vous... Ah ben non, oui, alors là, d'abord, prenons le mot thème, vous l'employez dans un sens un peu particulier, ouais. Parce que le cycle, c'est pas un thème. Non. Pour moi, le thème et le cycle, ce sont c'est antagonistes. Ouais, vous avez les astrologues du thème, les astrologues du cycle. Et ils ne s'entendent pas entre eux, ils ne parlent pas la même langue. Oui, mais Jacques, comment pouvez-vous, disons, en termes pratiques, utiliser cette connaissance que vous développez? Si, vous allez prendre la personne et vous étudiez un cycle de 7 ans avec elle, etc. Vous n'étudiez pas son caractère statique. Vous étudiez les changements qui se produisent dans sa vie. Voilà. On n'est pas dans une astropsychologie basique, voilà, vous êtes comme ceci, comme cela. Donc tout est en évolution et en récurrence, et ça revient. Par exemple, dans votre cas, vous pourrez par exemple faire une étude de vos cycles de 7 ans et voir en quoi les cycles ont marqué votre vie. Notamment, si vous voulez, globalement, il se passe quelque chose tous les 3 ans et demi. Si vous voulez. 3 ans et demi dans un sens, 3 ans et demi dans l'autre. Donc il faut étudier ça, et ça correspond en gros à... je ne sais pas si vous connaissez bien l'astro. Bon, en gros, si vous voulez, le début du cycle de 7 ans, c'est quand Saturne entre dans un signe fixe. Ouais. Bon, pour des raisons qui sont liées aussi à la pression des équinoxes, etc. Actuellement, par exemple, le Scorpion. Voilà. Ouais. Quand Saturne entre dans un signe fixe, il commence un nouveau cycle de 7 ans. Ouais. Et qu'est-ce que c'est qu'un nouveau cycle de 7 ans? C'est un cycle, justement, où les femmes ont une influence positive. Ah. C'est-à-dire, alors que le cycle, les 3 années précédentes, elles étaient plutôt dans une sorte de rapport difficile. Donc, moi, je ne sais pas si vous avez une vie affective ou si vous avez... bon, c'est pas forcément sur le plan affectif, mais enfin, disons que, pour résumer rapidement la thèse en question, il y a l'unité. Les hommes sont attirés vers l'unité. Les hommes. Oui, les mâles, oui. Bon, les mâles sont attirés vers l'unité, vers l'empire, vers tout ce qui peut... bon. Et voilà, c'est ce qu'on appelle la tour de Babel. Il construit la tour de Babel, c'est un phallus, c'est unitaire. Bon. Et les femmes, elles, quand elles sont dans une phase ascendante, elles se conforment au plan masculin. Donc elles rentrent dans ce jeu-là. Oui. La Shakti rencontre son Shiva. Voilà. Alors à ce moment-là, elles veulent bien seconder l'homme, et elles ne vont pas lui faire des histoires. C'est ça, le contredire. Elles ne vont pas lui faire des histoires, elles vont jouer son jeu. Elles vont rentrer dans son jeu. Mais arrive, au bout de 3 ans et demi, la phase suivante, c'est-à-dire lorsque Saturne arrive à peu près à 15 degrés du signe mutable, c'est-à-dire en gros, parce que les étoiles fixes ne sont pas exactement à 0 degré, mais disons en gros en milieu Gémeaux, milieu Vierge, etc. Et à ce moment-là, il y a un changement. À ce moment-là, il y a une sorte de démon, si vous voulez, qui se réveille
et qui fait que la femme se présente dans un rapport qui est un rapport... Subversif. Oui, c'est ça. Et au fond, si on peut dire, autrement dit, la phase ascendante est une phase surmoïque. C'est-à-dire que la femme se plie au carcan du monde dans lequel nous sommes. Bon. Et sa nature sauvage, sa nature un petit peu étrangère, est masquée, est occultée. Son côté chtonien, comme on dit. Mais, mais à un moment donné, elle est désenchaînée. C'est-à-dire que le carcan dans lequel elle se trouvait, le surmoi dans lequel on l'a mis, se dessert, se relâche, et là, un autre personnage apparaît, qui ne veut plus jouer ce jeu-là, qui trouve trop lourd, par exemple, cette volonté d'unifier, cette volonté de tout relativiser, de ne pas tenir compte des contingences, des détails, pour faire quelque chose qui soit global. Tout ça, ça lui pèse à un moment donné. Et elle n'en peut plus, elle ne supporte plus. Et à ce moment-là, elle va tout faire pour détruire ou démolir ou discréditer ce que les hommes ont construit d'unité. Et elle va donc constamment faire des obstacles, créer des problèmes, discréditer le processus unitaire. Et à ce moment-là, on est dans la Babel de la dispersion, on est dans la confusion des langues, dans la diversité. Et elle met de l'huile sur le feu pour alimenter cette diversité, jusqu'à ce que, à nouveau, le phase ascendante remette de l'ordre dans tout ça, etc. Donc ça, c'est le nouveau schéma. Très intéressant, non mais je suis tout à fait d'accord avec cette démarche, tout à fait d'accord. Et donc, ça donne un rôle important à la femme. L'homme lui-même n'est pas fondamentalement directement concerné par le cycle, mais il l'est par le fait de la femme. À un moment donné, il y a des obstacles qui lui viennent devant. Donc, ces obstacles, c'est... Bon, alors, pourquoi... Là, ça va peut-être vous intéresser davantage. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une théorie sur laquelle il y aurait plusieurs humanités qui seraient croisées. L'humanité ne se serait pas développée en un seul courant, si vous voulez. Il y aurait eu des formes d'humanité qui auraient évolué diversement. Et donc, par conséquent, l'homme et la femme appartiendraient à des humanités différentes qui vivraient en symbiose. C'est un petit peu comme les rapports entre les mondes des colonisateurs et le monde des colonisés. Il y a un décalage. Tout prendre des colonisations du monde oriental et africain est lié au fait qu'il y avait une civilisation qui était plus avancée que les autres. Comment expliquez-vous alors le fait des affinités, qu'il y ait des hommes et des femmes voyez, qui vivent de... Ben justement, parce qu'il y a des phases qui rapprochent. Voilà. Donc il y a des femmes qui... La phase, quand vous rencontrez une femme en phase ascendante, il peut y avoir elle va tout à fait... Elle est séduite par... Elle va épouser la loi unitaire. Voilà, c'est ça. D'accord, oui, mais à un moment donné, ça ne va plus fonctionner. Et à ce moment-là, il va falloir... elle va prendre ses distances, elle va vouloir plus de liberté. Sa dimension sauvage au sens de la forêt, sa dimension étrangère, parce que quelque part, elle n'est qu'apprivoisée. Elle appartient à une humanité qui est plus primitive que l'humanité masculine. C'est-à-dire qui est moins scientifique, qui a moins la capacité de réunir, de rapprocher. Donc par conséquent... Mais elle ressentir plus. Oui. Elle ressent plus. Oui, mais justement, elle est beaucoup plus proche de ce qu'on appelle les contingences, c'est-à-dire les détails, les apparences, ce qui distingue les uns et les autres, alors que l'homme est plutôt dans la convergence. Il va cerner ce qui va rapprocher. La science, c'est la science de la convergence. Et l'art, c'est la science de la divergence, si vous voulez. Donc la femme ne joue le rôle de la science que contrainte et forcée, quelque part. Parce qu'il y a un système qui l'oblige. Donc elle le fait, elle accepte la norme, elle accepte la science, elle accepte rentrer dans le rang, mais ça ne dure pas. Actuellement, donc, alors la femme, elle est complètement rentrée dans le rang et elle est complètement subversive en même temps. Non, mais attendez, parce que là, on est dans le début de phase. Voilà. Attention, on n'est pas sorti de période de 3 ans et demi. En réalité, comme Antares, l'étoile Antares est à 8 degrés du Sagittaire, il faut à peu près 30 degrés avant les 8 degrés du Sagittaire pour entrer dans la phase ascendante. Parce qu'en fin de compte, ce qui est excitant dans le cycle, c'est quand on se rapproche de l'étoile, quand Saturne se rapproche de l'étoile. Là, par exemple, Saturne est à peu près à 30 degrés d'Antares.
D'Antares. Ah oui, oui, actuellement, bah, oui, elle Il est à 10 degrés du Scorpion. Oui, c'est ça. Oui, oui, Donc, il a cette rencontre en perspective. Donc cette rencontre en perspective, ça crée une forme de... Alors, c'est un signal que la femme reçoit qui l'oblige à suivre l'homme, à se plier à ses désirs et à se conformer à ses désirs. Bon. Et donc ça va encore durer jusqu'à un peu après Antares, ça va durer à peu près encore 2 ans à peu près. Bon. Vous ne pensez pas que c'est des cycles qui sont très courts, ça, quand même? Oui, mais c'est exact, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce sont des cycles, ce ne sont pas des cycles qui sont très courts, ce sont des cycles qui sont, à mon avis, c'est ça qui fait tout l'intérêt. Parce que quand les cycles sont trop... Vous savez, un cycle très court, c'est 3 ans et demi, ça a été la durée quand même de l'occupation allemande en France. Ça peut être très long, 3 ans et demi. Ça peut être vécu très long, c'est très long. Donc moi je crois que pour que les gens prennent au sérieux un cycle, 7 ans, 3 ans et demi, ça se croit. Si vous leur dites c'est un cycle de 20 ans, bon, ça devient très vague, ça devient très abstrait. Si vous lui dites c'est un truc qui va durer 3 mois, c'est pas non plus, ça va pas non plus très loin, voyez-vous. Ce qui est intéressant, je crois que 7 ans, d'ailleurs il y a beaucoup de choses vous savez que dans le domaine de 7 ans, il y a les 7 vaches grasses et les 7 vaches maigres du songe de Joseph, etc. Enfin, 7 ans c'est un bon chiffre. Et en fin de compte, voyez-vous, je pense que non, c'est une bonne période. Bon, maintenant il faut vérifier dans la vie des uns et des autres. Mais quand on regarde au niveau des empires, par exemple, parce qu'en fin de compte, là j'en parle au niveau du rapport homme-femme, mais en réalité, ça a des répercussions au niveau politique. En réalité, elle sabote certaines entreprises de rapprochement, d'union, etc. Mais actuellement, en effet, la capacité de nuisance de la femme s'affaiblit. C'est-à-dire qu'actuellement, pas pour des années, mais ça s'affaiblit, et donc par conséquent, il y a des projets d'union qui peuvent plus facilement se réaliser qu'avant. Et inversement, par exemple, si on prend par 1989, la fameuse année, vous savez, de dislocation de l'Empire soviétique, c'était une phase justement où la femme, où les valeurs de destruction étaient très fortes, de démantèlement. Avec Saturne, avec Saturne qui était en Capricorne à ce moment-là. Et donc finalement, ou même par exemple, quand on prend par exemple la dislocation de l'Empire colonial français en 1960, c'est pareil. 29 ans avant l'autre. 28 ans et demi, c'est pareil. Donc voyez-vous, on n'a pas fait souvent le rapprochement, mais ce que l'Union soviétique a vécu en 89, la France l'a vécu 29 ans avant. Qu'est-ce que vous pensez de la dame, alors, la dame chevalière? Qui est-elle, celle-là? Elle est dans quelle phase? Elle traverse elle aussi les phases de 3 ans et demi. Vous parlez d'Angela Merkel ou vous parlez de qui, là? Qui c'est, la dame chevalière? Non, la dame dans la tradition chevalière. Ah bon, d'accord, oui. Dame avec un grand T. Oui, je crois que oui. Elle traverse elle aussi des phases de 3 ans et demi? Oui, elle... De toute façon, vous savez, cher monsieur, tout est cyclique. Oui, bien sûr. Si tout le temps, et si toutes les choses étaient constamment identiques, ça ne serait pas intéressant. Il y a toujours un retour d'affection, par exemple. Il y a des retours, des choses qui reviennent et qui disparaissent. Et si les choses ne disparaissaient pas, on n'aurait pas le plaisir de les voir revenir. Donc, je crois que vous semblez d'être un petit peu frileux par rapport à ça, mais on ne peut pas... C'est comme le jour qui revient après la nuit. Oui, mais vous voulez dire, alors moi si j'ai bien compris, et ma perspective personnelle, c'est que dans tout cela, quand même, il y a une idée d'évolution, on est bien d'accord. 3 ans et demi d'un côté, 3 ans et demi de l'autre, et ensuite on recommence, mais on recommence différemment. Non? C'est pas votre avis? Je préfère laisser ce problème de côté, si vous voulez. C'est pas mon enjeu. Mon enjeu, c'est qu'il y a une espèce de système qui s'est mis en place il y a des milliers d'années, qui vise à contrôler la femme, mais sans pouvoir la contrôler complètement. C'est aussi le fameux problème de Pluton et de Proserpine, vous savez. Bon, Proserpine doit soit se répartir la moitié du temps avec son mari Pluton, la moitié du temps avec sa mère Cérès. On a aussi cette dimension-là. Donc effectivement, il y a une dimension cyclique. La dimension cyclique implique... Tout à l'heure, je vous le disais, c'est comme pour les planètes ont un double visage. Tout un double visage, voyez-vous. Et c'est pour ça que quand vous dites Saturne est plutôt ceci, non. Saturne peut être ceci et l'inverse. C'est ce que j'ai développé tout à l'heure. Chronos.
Oui, mais vous disiez quand même que Saturne, c'était pas Jupiter, etc., etc. Vous savez, le jupitérien, tous azimuts, est un être excessif, lui aussi, vous voyez. Oui, mais moi, ce qui me gêne, voyez-vous, c'est quand on planétarise les mythes. Voyez-vous, parce qu'on a le droit d'utiliser le nom de Jupiter ou de Saturne parfaitement. Mais est-ce qu'on, à partir du moment où on les attribue à des astres, là, ça devient plus compliqué. Parce que regardez la philosophie, on peut philosopher sur les dialectiques, mais dès que vous commencez à donner, à accorder un concept, comme a fait Nicolas un petit peu, Jean-Pierre Nicolas, qui attribue telle valeur philosophique à telle planète, là ça devient compliqué, ça devient tout à fait autre Le chose. fameux raid. RET. Oui, arrêtez. Et ben, ça devient tout à fait autre chose, parce qu'à ce moment-là, la philosophie ne s'y retrouve plus. La philosophie, il n'y a plus de cyclicité. Il y a telle planète, tel principe qui se trouve à tel endroit, tel autre endroit, ça devient complètement sauvage. C'est un système qui est complètement... on perd contrôle, on perd complètement le contrôle. Donc effectivement, il faut accepter, à mon avis, c'est même une des conditions pour être un bon astrologue, il faut qu'il accepte, et qu'il fasse accepter par son client, que tout n'est pas rectiligne, que tout n'est pas linéaire. Et qu'il y a des phases où on peut revenir en arrière, des phases de régression. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Regardez par exemple Uranus, un Uranus constructif, un Uranus spiritualisé. Bon, on peut dire que c'était l'objet des grands de ce monde pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Et regardez un Uranus nocturne, c'est la phase nocturne de la planète, qui ramène la barque d'Isis sous l'horizon, vous voyez, qui fait donc le sale boulot, si on peut dire. Et Uranus, regardez Uranus en Capricorne, ça n'a pas été génial, hein, vous savez. Oui, enfin bon. Ouais. Mais vous avez raison, donc vous êtes bien d'accord là-dessus. Absolument. À partir du moment où vous commencez à dire ça, moi je vous piège en disant, mais effectivement, à partir de ce moment-là, pourquoi ne pas tout baser sur Saturne en admettant qu'il passe par des phases successives? Et même sur le plan linguistique, si on y revient bien, si on prend toutes les planètes, on s'aperçoit qu'on peut les répartir en deux groupes, et que chaque groupe peut être relié, référé à un seul facteur. C'est-à-dire que toute cette espèce de diversité, elle est suspecte à la limite, voyez-vous. Vous n'êtes pas... moi, je suis pour l'unité, donc moi, quand je vois la diversité, je vois ce qui est unitaire derrière la diversité. Donc, effectivement, je pense qu'on a trop à travailler avec des gens comme... Parce que, vous savez, les spiritualistes... Le problème de l'astrologie spiritualiste comme celle de Germain Hollet, c'est qu'elle est axée sur l'idée de l'individu, de l'individualité de l'âme, notamment. À partir du moment où vous introduisez en astrologie cette notion d'individualité, on est perdu. Pourquoi? Parce que c'est pas du tout le but de l'astrologie. On met l'astrologie au service d'un système qui n'a rien à voir avec elle. L'astrologie n'est pas là pour expliquer pourquoi nous sommes tous différents les uns des autres, pourquoi nous avons tous un destin différent. Elle n'est pas là pour justifier le karma. Elle est là pour nous expliquer une mécanique qui a son intérêt, mais qui a aussi ses limites, et qui gère avant tout notre relation entre ces deux humanités très différentes que sont les hommes et les femmes. Oui, c'est votre truc, ça, ouais. Oui. Et effectivement, pour moi, et pour ça que je pense que l'astrologie est de plus en plus dans le domaine de la médecine, en fin de compte, mais pas de la médecine au sens de soigner les gens, mais de la médecine au sens de comprendre l'être humain, comprendre sa psychophysiologie. Et je pense que l'astrologie devrait un jour ou l'autre, sous une forme qui est à définir, enfin que je connais assez bien, mais enfin qui est ça devrait être, disons, une contribution à la compréhension de l'être humain. Mais pas l'être humain en tant qu'individu, l'être humain en tant qu'être humain. Moi, je compare souvent l'astrologue au gynécologue. C'est-à-dire que le gynécologue, toutes les femmes, elles ont beau être différentes les unes des autres, elles ont quand même des points communs. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Un gynécologue, pour elle, toutes les femmes sont à peu près construites de la même manière. Bon, et ben c'est pareil. Il y a aussi une loi du comportement cyclique qui est la même pour tous et auquel nous sommes tous tributaires, en fin de compte, si vous voulez. Donc effectivement, vous avez... c'est vrai que si on a une approche spiritualiste, karmique, individuelle, avec l'âme, etc., et qu'on veut que l'astrologie rende compte de cela, bon,
c'est une autre façon de travailler. Hein. Moi, je ne suis pas dans cette palette du peintre comme ça qui... Vous n'êtes pas un artiste. Je suis compositeur néanmoins, mais en tout cas, moi ce qui m'intéresse, c'est... justement, il y a eu un débat ce matin, vous savez, je vous l'avais dit, il y a eu un débat sur Europe 1, pendant une demi-heure sur les horoscopes, etc., avec Serge Grémorel, où on a parlé, et les gens ont posé des questions, les auditeurs ont posé des questions, c'était assez caractéristique et typique. Et je crois que le temps n'est plus pour l'astrologie d'essayer de décrire la psychologie des gens, les différences psychologiques entre les uns et les autres, mais le temps est venu de l'astrologie d'expliquer pourquoi les temps changent et pourquoi les choses sont cycliques. Alors, la notion de cyclicité, elle n'est pas du tout passée dans le public. L'astrologie n'est absolument pas arrivée à faire comprendre. Parce qu'il y a la prévision, il y a le caractère. La cyclicité, ce n'est pas une prévision comme les autres. La cyclicité, c'est une prévision récurrente. Et à mon avis, le cheval de bataille de l'astrologie de demain, c'est la cyclicité, c'est pas la prévision. C'est une question de la cyclicité. Je prévois une chose et je dis, au bout de tant d'années, il y aura le contraire. Voyez-vous, c'est une cyclicité dialectique. Toute cyclicité, d'ailleurs, est dialectique. Oui, mais vous savez, il y a toutes sortes de cycles. En fin de compte, on est dans un cycle, on entre dans un autre cycle, vous êtes bien d'accord. Actuellement, on entre dans un grand cycle, de 7 ans d'ailleurs. Lequel? Le cycle d'Uranus. Ah oui, d'accord, oui, bon, d'accord. Ouais. Oui, mais le problème, c'est que là, écoutez, de toute façon, on peut discuter pendant longtemps, parce que le problème, c'est que le passage d'entrée de Saturne, la présence d'une planète dans un signe, pour moi, elle n'est pas significative. Astronomiquement, qu'est-ce que c'est qu'un signe? C'est rien du tout, un signe. Oui, mais alors là, vous voyez, on peut, et comme vous dites, on peut discuter pendant des heures. Oui, parce qu'effectivement, le découpage, autant la planète est une réalité, autant l'étoile est une réalité, autant le signe zodiacal, c'est un découpage artificiel, si on peut dire. On ne va pas attacher autant d'importance à la rencontre d'une planète avec une autre planète ou avec une étoile, et l'entrée d'une planète dans un signe. Astronomiquement, un signe, ça n'existe pas. Jacques, vous m'avez invité pour démontrer votre perspective ou pour m'interviewer? Eh ben, je suis là, effectivement, je profite de l'un et de l'autre, voilà. Mais d'ailleurs, justement, c'est en vous disant des choses que ça vous permet de faire apparaître votre propre originalité. Non, mais moi, ce que vous dites est très intéressant. Ça ne détruit pas pour autant, moi, la perspective que j'ai, mais c'est certain, mais l'idée des étoiles fixes, comme je le disais tout à l'heure, n'a pas été assez prise au sérieux, et ça c'est très vrai. Là, c'est très vrai, là, c'est très vrai. On les prend au sérieux dans l'astrologie, pas zodiacale, mais l'astrologie, l'autre astrologie. Sidérale. Voilà, sidérale, voilà. Sidéraliste. Oui, alors ça c'est intéressant là quand même. Oui, alors moi je connais bien les sidéralistes. Voilà. Mais les sidéralistes que je connais, comme Marie Delclos, comme Denis Labouret, comme d'autres, dont certains sont morts, comme Dorsan, comme Jacques de Lescaut. Voilà. Mais les sidéralistes français, globalement, leur philosophie globalement est la même que celle des tropicalistes. Il y a ce décalage, effectivement, de l'Ayan Hamsa de 25 degrés qui est intéressant. Mais malgré tout, d'abord ils divisent le zodiaque en 12 parties égales, donc finalement ils ne tiennent pas compte des constellations. Et puis il y a ce point de décalage de 25 degrés qui ne correspond même pas forcément à une étoile. Enfin, bon, je ne sais pas exactement. Enfin, et puis en plus, les sidéralistes ne parlent pas tellement des étoiles fixes. C'est ça le plus curieux. Un petit peu quand même. Ah non, non, non. Ah non. Je vous assure que les sidéralistes ne vont pas vous parler d'Aldébaran. En tout cas, ils ne vont pas vous parler d'une conjonction entre une planète et une étoile. Parce que l'idée principale, c'est ça. C'est l'intervalle entre la planète et l'étoile. Je crois bien qu'il y a... J'ai lu quelque part, je ne sais pas dans quel livre, des analyses de planètes conjointes à des étoiles. Ça vous dit quelque chose? Oui, mais ça c'est paradoxalement pas chez les sidéralistes. Non, c'est chez on trouve dans les manuels comme Antares ou comme Hadès, etc. Voilà, c'est ça. Les conjonctions de planètes avec les étoiles. Oui, c'est vrai que ça se faisait. Mais ça se faisait pas tellement dans le domaine cyclique. Ça se faisait dans le domaine du thème natal. Voilà, c'est ça. C'est encore autre chose. Hein? On avait une conjonction de telle planète dans son thème. Mais par contre, utiliser les étoiles fixes comme outil prévisionnel,
par le fait des conjonctions ou des aspects entre les planètes et les étoiles. Vous avez intérêt sur votre Soleil, vous? Oui, c'est exact. Moi, j'ai intérêt sur Mars. Oui. Vous voyez, Mars, maître de l'ascendant. J'ai Régulus sur mon Mars, d'ailleurs. Ah, vous avez Régulus sur... Ah oui, ça c'est pas mal, ça c'est bien, ça, oui, oui. Ah, Régulus, alors, quelles sont les valeurs? Non, mais moi, justement, moi je travaille pas comme ça. Pour moi, les 4 étoiles fixes royales, elles sont pas différentes les unes des autres. Non, elles sont royales quand même. Oui, mais on va dire, elles sont pas différentes entre elles. Oui. Ce sont des marqueurs qui permettent de découper en période de 7 ans le cycle de Saturne, point final. Moi, ça me parle d'une autre façon quand même. C'est ce que faisait Barbeau. Barbeau, lui, à un moment donné, dans les années 60, quand il écrit son bouquin Les Astres et l'Histoire, finalement, il se contentait de... Il ne distinguait pas les planètes entre elles. Mais simplement, il y a tant de planètes qui sont concentrées. Il y a une tendance de la recherche astrologique à ne pas chercher à différencier forcément les planètes entre elles, mais à en faire simplement des signaux. Parce que pour moi, par exemple, moi je suis pavlovien, voyez-vous. C'est-à-dire que quand la planète se rapproche d'une étoile, ça déclenche un signal pavlovien. Donc les femmes, par exemple, quand elles perçoivent subconsciemment que Saturne se rapproche d'une des 4 étoiles fixes royales, elles savent qu'elles doivent rentrer dans le rang. Ah bon, voilà, c'est un signal, elles enregistrent ce signal-là, leur comportement commence à changer, et elles sont sous une sorte d'hypnose qui les oblige à se plier à la norme. Sinon, elles ont leur caractère sauvage, que vous dites. Quand le signal se dissout, elles ne sont plus contrôlées par ce système. Donc elles retrouvent un côté chtonien, un côté sauvage. C'est ça. Et à ce moment-là, elles sont incontrôlables, elles vont tout faire pour casser toute tentative d'unification, de rapprochement, elles vont toujours insister sur les différences, et elles-mêmes vont faire exprès justement d'être inclassables, etc. Et donc l'homme, justement, il est dans un combat avec la femme, voilà. Et à mon avis, ça aussi c'est un point qui a été oublié par l'astrologie contemporaine. Le masculin et le féminin, ça n'est plus géré correctement par les astrologues. Comment expliquez-vous alors la femme orientale? Parce que moi je suis dans un pays où la femme orientale, on pourrait dire ici qu'elle est soumise. Elle ne se sent pas soumise en fait. Oui. Elle ne se sent pas soumise du tout. Il faut voir justement, il faut mettre... Par exemple, moi, vous me disiez à quoi ça sert mon astrologie, vous verrez que si vous pratiquez cette astrologie, vous pouvez donner des conseils à vos amis même là-bas, en leur disant attention, faites attention, à partir de telle année, ça va être plus difficile, attendez-vous à des choses... Ils n'ont pas de problème, dans des couples par exemple. Il n'y a pas de problème majeur comme ici, vous voyez, il n'y a pas de divorce. Mais il va y avoir des choses quand même. Il y a des choses quand même qui doivent exister, à moins que les contraintes sociales soient tellement lourdes que ça empêche la sexualité de se produire. Et à ce moment-là, d'ailleurs, entre parenthèses, c'est pas le fait d'empêcher cette sexualité de se produire n'est pas forcément favorable. Parce que la dialectique, elle est importante. Le fait que l'homme, à un moment donné, doive affronter la femme, ça peut être aussi, c'est aussi un défi. Bien sûr. Enfin, qui dit, regarde, mais ça, essaye de relier ça, etc. Pour grandir. Voilà, donc il ne faut pas non plus ne pas tenir compte des défis. Mais vous savez, moi qui connais bien ces pays, la femme orientale, de l'intérieur d'elle-même, n'est pas dans une politique de défi. À l'intérieur d'elle-même, il y a une acceptation profonde de l'homme. En tant que différence, on peut dire qu'on est soumis, je ne suis pas certain, parce que je connais des femmes qui sont d'un très bon conseil pour les hommes, et qui ne sont pas nécessairement, que je n'ai jamais vu, subversives en tout cas, j'ai jamais vu, comme ici. Parce qu'ici, Jacques, vous avez des femmes, vous dites, cycle de 3 ans et demi, moi je connais des femmes qui sont... Vous mettez à 0, 30 ans, elles sont subversives. J'ai jamais connu certaines femmes hors de la subversion, vous comprenez? Mais il y a des modulations, mais je crois que là on touche à une question qui est fondamentale, à la psychophysiologie de l'espèce humaine. Et donc, quelles que soient les cultures, normalement ce phénomène-là doit se produire, peut-être sous des formes un petit peu différentes de celles qu'on peut imaginer. Il peut y avoir des nuances qui vous échappent. Mais vous pouvez en parler parlez-en quand vous rentrerez là-bas. Dites que vous avez un ami qui travaille là-dessus. Vous verrez qu'ils vont réfléchir et ils vont dire oui, effectivement, il y a des changements qui se produisent, qui ne prennent pas la même ampleur ou la même dimension que chez vous, mais
l'idée de croire que les gens sont immuables, quel que soit, c'est une aberration, ça. Vous ne pouvez pas dire que c'est une forme d'aveuglement. Les choses bougent, les saisons bougent, la nuit et le jour bougent, il y a des alternances, et vous ne pouvez pas dire tout d'un coup, ah ben dans ce domaine-là, il n'y a pas de changement. Et pourtant, Jacques, moi je vous dis une chose, un ressenti, hein. C'est que quand on passe d'ici en Asie, on a l'impression d'un côté immuable dans ces pays. Vous voyez, c'est les Occidentaux qui viennent foutre au bordel, si on peut dire, parce que eux-mêmes sont dans un côté immuable des choses. Vous voyez, alors qu'ici, on est dans le changement permanent. Enfin, quand vous connaissez par l'histoire de l'Orient, il y a eu beaucoup de changements aussi, il y a eu beaucoup de révolutions, il y a eu des femmes, vous savez, il y a des femmes, vous savez, beaucoup de femmes ont joué des rôles très importants. Les princesses, etc., en sous-main, enfin, elles ont... Vous avez vu hier soir Macbeth, enfin, il y a beaucoup de choses. Les femmes peuvent avoir joué un rôle très important. Avez-vous vu hier soir à la télévision sur la 2, je crois, ou Arte, je ne sais pas ce que c'était, j'ai regardé ça, les Maharajas, la vie des Maharajas. C'était très intéressant. Oui. Les femmes, justement, le rôle des femmes, des princesses. Voilà, oui. Oui. Non, le rôle des... Moi, je relisais encore l'autre jour un bouquin là-dessus sur le rôle des femmes à l'époque de Louis XV, c'est pas évident, hein. Elles ont pas eu forcément des effets positifs. Donc dire que les femmes ont... Non, les femmes ont cette double face. Dr Jekyll et Mr Hyde, ça veut dire qu'elles ont une apparence et par ailleurs elles ont quelque chose de totalement différent. Et nous les hommes, ce qu'on aimerait, c'est que la femme soit immuable et qu'elle soit toujours dans notre sillage. Oui, on peut dire que c'est ça, voyez-vous. On peut dire qu'effectivement, c'est les femmes qui sont les porteuses de la cyclicité, et nous, on la subit, cette cyclicité, et on fait avec. Mais contester que les femmes soient mues par une cyclicité, à mon avis, c'est... Et n'est-ce pas là la richesse de la relation, c'est que l'homme va être questionné tous les 3 ans et demi et obligé de bouger. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, elles vont remettre en question l'ordre masculin, tant sur le plan scientifique que politique ou autre, et elles vont tenter de revenir de cet ordre-là qui, quelque part, leur est insupportable, parce qu'il leur est étranger, et qu'elles le subissent, parce qu'il y a cette espèce de chape de plomb, là, c'est une espèce de loi qui s'impose à elles. Saturnienne. Oui, alors on peut dire loi saturnienne, loi freudienne, enfin dire cette loi qui les oblige par une sorte de conditionnement à se resoumettre à l'homme, mais comme on a vu pour Perséphone et Hadès, ce contrôle ne peut pas durer tout le temps. Donc l'homme ne peut pas contrôler la femme 12 mois par an, ou toute la vie. Il ne la contrôle par l'intermédiaire du processus planétaire, quelque part. Est-ce que le mot contrôle n'est pas un mot qui est très fort, à votre avis? Moi, je dirais participation. Non, mais ça, je ne vais pas discuter des mots. Le mot contrôle à notre époque, Jacques, est un mot quand même qui est très fort. Non, au contraire, contrôler, ça veut dire... contrôler, vous savez, on dit une situation est sous contrôle, c'est-à-dire ça ne veut pas dire qu'on maîtrise tout, mais on en contrôle les effets, plus ou moins. Parce que la femme actuelle, vous voyez, vous avez connu Graf Durkheim, vous connaissez? Oui. Il a écrit sur le féminin, il y a un livre remarquable sur le féminin, sur à notre époque, sur disons, l'éradication du féminin dans le monde actuel. Oui. Voilà. Et il décrit très bien des choses un peu proches de ce qu'on discute actuellement, en disant que la femme... Vous savez, la période justement des femmes sorcières qui étaient brûlées, etc., ou les sorcières de Salem, etc., il y a eu des périodes... La femme a parfois été diabolisée, hein, certainement. Est-elle diabolisée ou est-elle porteuse de diable? Oui, mais c'est ça, en réalité. Elle est elle-même diabolique, au sens où elle n'est civilisée qu'en surface, qu'en apparence. Et ce vernis, tout d'un coup, il s'enlève quand Saturne s'éloigne de ce fameux signal stellaire. Et là, vous apercevez que progressivement, cette force intérieure ce bouillonnement se représente. Et à ce moment-là, par exemple, elle va, pour vous donner des exemples concrets, par exemple, elle va plus vouloir vivre régulièrement
auprès de l'homme, elle va s'éloigner, elle va prendre ses distances, elle va chercher sa liberté. Pas forcément pas de façon conflictuelle, mais en disant, elle va dire, voilà, par exemple, ça c'est une chose que vous pourriez discuter avec vos amis. Si à un certain moment la femme ne dit pas, ah ben moi je vais aller vivre un peu ailleurs, ou je vais aller vivre avec mes parents, ou je vais voyager, je sais pas. Quelque part, il faut qu'elle manifeste d'une manière ou d'une autre sa liberté. Ça, c'est pas du tout, vous savez, Jacques, c'est pas du tout dans l'esprit oriental des choses. Ah oui, oui. Pas du tout. C'est ici que c'est comme ça. Mais alors, est-ce que... Mais on ne peut pas non plus dire que Ouais. Ce qui est vrai, enfin à ce niveau-là, on ne peut pas dire que la cyclicité aurait une frontière Alors, entre l'Orient et l'Occident, si vous voulez. alors, est-ce que... oui, Je pense qu'on ne pourrait pas l'expliquer comme ça. Je veux dire, non, mais voyez-vous donc à quel point ce sujet nous interpelle, parce que vous-même, vous êtes effectivement placé dans une situation où vous avez du mal à intégrer le modèle que je propose, parce que il semble être à l'encontre d'une certaine forme d'immuabilité des rapports hommes-femmes, qui, à mon avis, ne devrait pas résister à l'analyse, à condition d'accepter que ça prenne des formes différentes, avec des codes différents. Mais de toute façon, vous, en tant qu'astrologue, vous êtes obligé de répondre à cette question, parce que pour vous, en tant qu'astrologue, la sexicité doit exister. Donc si vous ne voyez pas la sexicité, c'est qu'elle est masquée. C'est votre raison, votre honneur d'astrologue, c'est de faire apparaître la cyclicité. D'accord, je suis d'accord avec ça, mais elle peut être plus ou moins marquée. Oui, ça. mais d'accord, mais il faut quand même que vous la perceviez. Oui, absolument. Il faut que vous la fassiez apparaître. Parce qu'une cyclicité qui est vraiment paradoxale, comme ici par exemple, Oui. On est dans une cyclicité paradoxale. Non, mais vous avez regardé, même aujourd'hui, mais même si vous remontez à 500 ans ou 800 ans, le phénomène est le même. Moi Mais si, mais il peut avoir pris des formes plus exacerbées, etc. Ouais. Mais néanmoins, cette cyclicité, elle n'est pas limitée ni dans le temps, ni dans l'espace. C'est un fait de la nature humaine depuis des millénaires et à l'échelle de l'humanité. J'ai été très intéressé par cet échange avec vous. C'est toujours très enrichissant. Voilà, je crois qu'en plus, il y a la dimension Orient-Occident qui a été introduite. Voilà, bravo. Et donc là, voilà, bon, bah, écoutez, je suis content de vous avoir rencontré une fois de plus et d'avoir eu la chance de pouvoir échanger avec vous. Et oui, je voulais voir un peu ce que vous aviez à nous dire, effectivement, sur ce que vos amis disent de la France, notamment, qui est un sujet qui m'intéresse beaucoup aussi. Ouais. La France, à mon avis, en effet, a une place importante à jouer. Ouais. Et c'est vrai aussi qu'il faut aussi qu'elle en prenne conscience. Voilà. Et qu'elle débloque. Là aussi, il faut qu'elle débloque certaines images. Et là aussi, quelque part, il y a une influence féminine qui peut entraver. Parce que les femmes, elles ne supportent pas la notion d'empire. C'est-à-dire la notion de quelque chose qui englobe tout sous un même joug. Donc, dès qu'il est possible de cloisonner, de distinguer, de démarquer, etc., elle rajoute dans ce sens-là. Donc effectivement, il est bon que la France reprenne conscience de sa dimension impériale, sa dimension universelle, sa dimension supranationale, et qu'elle... regardez par exemple Marine Le Pen, voyez-vous, bon ben voilà quelqu'un qui justement joue la dimension nationale à tout. Voilà. Donc les femmes, dans une dialectique impériale nationale, les femmes seront plutôt... C'est la tour de Babel, elles seront plutôt du côté de la nation que de l'empire. Mais vous voyez, ça, pour répondre un peu à illustrer un peu ce que vous dites, les Français à l'étranger n'ont aucune notion de leur appartenance. Oui. Vraiment, mais c'est dramatique. Hein. Moi, je vois des Français ils se considèrent comme des mangeurs de hamburgers, comme les autres. C'est attristant, c'est très attristant de savoir que ces gens-là sont français et qu'ils se comportent en bovins. Oui. Bah, oui. Ils n'ont pas du tout ils ne sont pas du tout le reflet du pays dans lequel ils vivent. Et d'ailleurs, les étrangers, entre guillemets, ont une notion de la France qui n'est pas du tout portée par les Français. C'est incroyable. Hein. Non, mais c'est ça le principe impérial. Le principe impérial, c'est qu'effectivement, c'est parfois les pays qui ont été soumis à la France, ou qui ont été influencés par la France, qui ont plus conscience du rôle de la France, voilà. Parce que quand on est au centre, on ne voit pas où on rayonne. Et quand on est à l'extérieur du centre, on voit d'où vient le rayonnement. C'est pas quand vous êtes sur le soleil que vous voyez le rayonnement, c'est quand vous êtes à des millions de kilomètres que vous voyez que le soleil rayonne. C'est ça, ce phénomène-là est un phénomène attristant, parce que souvent je vois ça.
Voilà, bah écoutez, c'est... Eh bien, merci d'avoir Je vous en prie. de m'avoir accordé vos primeurs. Je vous en prie, Jacques. On va les mettre en ligne rapidement sur YouTube d'ici une dizaine